Bonjour à toutes et à tous. Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande quel pourrait être le nouveau rythme de croisière pour les taux d'intérêt dans le futur. Bonjour notre ami Jean-François. Bonjour David. Comment ça va? Très bien. Jean-François Bay et Bastien Dru, bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'on a vécu 30 ans de baisse continue, j'ai envie de dire, des taux d'intérêt. Est-ce qu'on n'est pas quelque part en bout de cycle, Bastien? C'est encore difficile à dire. Ce que je dirais ici, c'est plutôt que moi, je mettrais en opposition la période des 10 ans qui viennent de s'écouler avec les quelques années qui arrivent. Les 10 ans qui viennent de s'écouler, c'est des politiques monétaires très accommodantes des banques centrales qui voient que l'inflation est trop basse, qui le constatent année après année et qui donc veulent donner de la visibilité, veulent indiquer qu'elles ont une politique accommodante, mais que la politique restera accommodante pendant longtemps. Et là, parce que l'inflation est faible, et là, ce qui change, c'est que l'inflation accélère, elle accélère un peu partout pour différentes raisons. Dans certains pays, c'est l'immobilier, dans certains pays, c'est plutôt les prix de l'énergie. Il y a aussi le prix des voitures. Et là, ce qu'indiquent les banques centrales, c'est que maintenant, elles ne peuvent plus donner autant de visibilité parce qu'il faut qu'elles soient prêtes à agir. Et c'est ça, la vraie rupture, elle est là. C'est entre le vrai changement, il est là. C'est qu'avant, on balisait le terrain, on donnait un maximum d'informations. C'est exactement ça. C'est la fin de ce qu'on appelle la forward guidance. Par manque de visibilité? Exactement. Oui, je pense que les banques centrales sont un peu prises au dépourvu de voir cette inflation qui revient. Donc, elles ne savent pas forcément très bien où ira cette inflation, mais elles doivent prendre des mesures un peu préemptives. Elles doivent prendre un peu baliser le terrain et commencer à retirer cette visibilité qu'elles donnaient sur les taux directeurs qui resteraient bas très très longtemps. Ouais. Jean-François, on a eu peur pendant 10 ans de la déflation. Maintenant, on a peur de l'inflation. Oui, je pense qu'il y a 4 éléments qui viennent expliquer justement cette question sur les taux d'intérêt en ce moment. On vient de l'évoquer, la politique des banques centrales qui ont amené les taux très bas et en territoire négatif, qui ont lutté contre la déflation. Donc on a ce changement. D'ailleurs, elles avaient déjà commencé en 2018, si vous vous souvenez, la Fed, la Banque centrale américaine, avait déjà un peu changé sa politique. Et puis la crise du Covid est passée par là. Donc elles ont été obligées, j'allais dire contraintes malgré elles, à relancer cette politique accommodante. Le deuxième élément, c'est l'inflation. On en a commencé à en parler aussi. 30 ans de baisse d'inflation. On se retrouve avec un nouveau cycle, visiblement, sur la hausse de l'inflation. Le troisième élément, c'est aussi une question de mondialisation et de méga-trend, justement. Post-89, on a la chute du mur, on a une mondialisation. Il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on avait l'effet tech qui a changé, en fait, cette révolution industrielle qui a changé. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau cycle, peut-être moins mondialisation, plus relocalisation. Il y a aussi le climat qui vient impacter, qui sera peut-être aussi inflationniste et donc impactera les taux. Le quatrième élément, c'est justement d'un point de vue académique, on raisonne beaucoup en très court terme tactique, on oublie un peu les cycles long terme, c'est Kondratiev. Donc il faudrait ressortir les livres d'histoire économique pour reparler en fait de ces grands cycles qui sont liés justement aux éléments démographiques, aux éléments infrastructures, aux investissements qui sont faits par les États. Donc c'est les 4 indicateurs aujourd'hui qui montrent qu'on est entré dans une nouvelle ère d'inflation après 10 ans d'inflation faible. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'inflation va être plus volatile que ce qu'on a pu voir sur les 10 dernières années. Pendant 10 ans, l'inflation... Ça ne veut pas dire nécessairement plus élevée, c'est-à-dire peut-être plus élevée par moment et moins par d'autres. Alors, je pense qu'il y a certains facteurs qui vont contribuer à une inflation peut-être un peu plus élevée dans les années qui arrivent. On peut penser que la transition énergétique, notamment, ça peut, étant donné qu'il y a un très fort virage sur la transition énergétique, il va y avoir de demandes de certaines matières premières qui va très fortement augmenter. Donc, les matières premières, le prix va très fortement augmenter. C'était quoi la question de départ? Non, mais la question c'est cette nouvelle inflation. Et après, voilà, donc ça, je pense que ça va continuer à contribuer positivement à l'inflation. Après, à un horizon de, on va dire, 18-24 mois, eh bien, le prix des voitures, notamment, a très fortement augmenté avec la crise Covid, parce qu'il y a eu une pénurie de semi-conducteurs, il n'y a pas eu assez de voitures produites, les stocks ont très fortement baissé. Le prix des voitures a très fortement augmenté, mais ça, on peut penser que c'est dans une certaine mesure quelque chose de transitoire et que le prix des voitures va rebaisser par la suite. Et donc, ça
va contribuer négativement à l'inflation. Et donc là, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a différentes tendances qui se produisent en même temps et qui ne vont pas forcément dans le même sens en ce qui concerne la contribution à l'inflation. En revanche, ce qui est très clair, c'est que la volatilité de l'inflation, elle va être plus élevée que ce qu'on a pu voir ces 10 dernières années. Ça, c'est assez net. Ouais. Avec encore une fois aussi une inflation malgré tout un peu plus élevée sur la prochaine décennie, plus volatile j'entends, mais parce que, encore une fois, transition énergétique, parce que pénurie de main-d'œuvre aussi parce que pénurie de composants, parce que même s'il y a des cycles, ces pénuries de composants, dans 18 mois, si on en reparle, peut-être qu'on n'en sera pas là. Ouais, sur les 50 dernières années, l'inflation en moyenne aux États-Unis, l'inflation cœur est à 3,6, on passe au-dessus des 3,84%, donc il y a un effet franchissement de seuil aujourd'hui, et l'inflation pas cœur global intégrant tous les composantes, c'est de l'ordre de 5,5-6%. Donc on voit bien qu'il y a une tendance forte, il y a des indicateurs. L'Angleterre vient de communiquer sur l'inflation en octobre. Toutes les banques centrales ont en ligne de mire 2% d'inflation. L'Angleterre dit 4,2% d'inflation. Donc on voit qu'effectivement on est assez loin de ce qu'ont cible les banques centrales. L'autre élément qui est à intégrer, c'est que les banques centrales elles-mêmes ont accepté cette asymétrie, ont expliqué qu'elles acceptaient l'asymétrie inflationniste en disant... Pendant longtemps, mais pas trop longtemps non plus. Voilà, non, mais il vaut mieux de l'inflation que de la déflation. Et donc, quelque part, on se dit, bah voilà, elles sont actives aussi, j'allais dire contentes, entre guillemets, de ce flux, en se disant, bah, je maintiens des taux d'intérêt bas, parce que j'ai des pays qui sont ultra endettés. Donc moi, la BCE, j'ai quand même acheté 30 ou 40% de dette italienne. Enfin, j'ai des tombereaux de dette en banque, puisque ça reste une banque centrale. Et de l'autre côté, je veux dire, bah, si l'inflation repart, pas trop longtemps, pas trop fort, ça me permet indirectement de payer, en fait, de rembourser ces endettements des États. Et donc, quelque part, il faut que l'investisseur se mette en mode inflation supérieure et taux d'intérêt réel très négatif. Et donc, c'est insupportable pour le rentier, c'est insupportable pour l'épargnant. Et donc, il faut réagir. On ne peut pas rester, c'est un peu comme le dinosaure qui se prendrait une météorite. L'épargnant risque de mourir de ce nouveau changement de paradigme, et il faut qu'il se mette en ordre de route. Donc, sur l'inflation, qui dit changement, encore une fois, du régime de l'inflation, plus élevé, plus volatile, ça veut dire aussi nécessairement taux d'intérêt qui remonte un peu. Plus élevé aussi. Ouais. Alors là, toutes les banques centrales ne se valent pas. Donc il faut se souvenir qu'on est en Europe, qu'en Europe, on a eu de l'inflation faible pendant une décennie, plus faible qu'aux États-Unis. Donc il y aura plus de tolérance. Donc je pense que la BCE restera un peu plus tolérante au retour de l'inflation qu'aux États-Unis. Je pense aussi que le mouvement d'inflation dans le cœur, il est plus fort quand même aux États-Unis qu'en Europe. Et donc ce qu'on va voir, c'est quand même des divergences de politique monétaire, notamment entre la Fed et la BCE. La Fed devrait remonter ses taux directeurs dès 2022. La BCE l'a dit tout de suite que ça n'arriverait pas en 2022. Mais quand même, sur les derniers jours, ce qu'on voit bien, c'est que la BCE aussi commence à préparer le terrain, à ralentissement des achats. On est à un point d'inflexion, c'est ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui on vit un point d'inflexition en matière de banque centrale avec des nuances de timing évidemment entre la Fed et la BCE qui peut durer plusieurs trimestres d'ailleurs, mais on est à un point d'inflexion. Tout à fait. Pour vous donner une idée sur 2021, pour la première fois depuis très très longtemps, la performance des obligations État long terme, donc des fonds obligataires dans le Cantalis, sera négative. On est à autour de moins 5% depuis le début de l'année, alors que ça fait X années qu'on est surpris à dire que les obligations ont encore réalisé une performance positive. Et la performance sur les obligations qui est positive, qui fait plus 5%, donc en symétrie, ce sont les obligations indexées inflation. Donc les investisseurs doivent repenser leurs allocations d'actifs à la lueur de ces taux d'intérêt qui ne protégeront plus, qui ne diversifieront plus leurs allocations. Oui, je peux faire des actions, mais quel secteur, quelle valeur à la lueur de cette hausse des taux au niveau d'endettement. Je renvoie à Pierre et Vacances. Il y a quand même des sociétés, vous avez peut-être vu récemment une société comme Pierre et Vacances qui est surendettée, qui a 1 milliard de dettes et qui du coup est attaquée en bourse. Et d'autre part, quelle diversification? Si on n'a plus de moteur de performance sur les taux, comment je protège mon allocation? Est-ce que je mets de l'immobilier? Oui, non, enfin voilà. Ouais. Sur les différents secteurs, différentes classes d'actifs, l'impact que ça peut avoir, c'est intéressant, on va en parler. Mais juste avant, sans lire dans le mar de café, évidemment, et prévoir où seront les taux, on peut raisonnablement se dire que ce qu'on a connu depuis 10 ans, c'est terminé et qu'on sera sur une tendance, encore une fois, mais de quelques pourcents. On ne va pas sombrer comme dans les années 70 avec une hyperinflation à 2 chiffres. Mais en tout cas, on sera sur une zone d'inflation, un rythme de croisière d'inflation plus élevé, a priori dans les 5 à 10 prochaines années, que ce qu'on a connu. Ça, sans prendre trop de risques, et ça provoque des conséquences derrière. Mais là,
en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, il y a Jerome Powell qui vient d'être reconduit à la tête de la Fed, avec Lael Brainard qui est vice-président de la Fed. Et ce qu'on peut, visible dans le discours, quand ils reçoivent cette nomination, ils disent qu'ils ont une sorte de mandat pour lutter contre l'inflation. Même Lael Brainard, qui est quelqu'un qui est très dovish, qui est très colon, qui veut une politique monétaire très accommodante, on sent que dans le cœur de son discours, c'est il faut lutter contre l'inflation parce que actuellement, le problème politique de Biden, c'est l'inflation, quoi. Donc là, on peut penser qu'il y a quand même un tournant à ce niveau-là, avec notamment les dirigeants, les nouveaux dirigeants de la Fed, qui sont aussi les anciens, hein, mais qui, on peut penser qu'ils ont une sorte de nouveau mandat, vont peut-être agir de façon plus active sur l'inflation. Donc avec des taux directeurs qui vont remonter en 2022. Et c'est vraiment ça le sens de l'histoire, c'est des taux qui remontent un peu. Avec donc des taux d'intérêt plus élevés, ça signifie, on en parlait, des taux d'intérêt réels qui seront moins négatifs désormais, parce que le taux d'intérêt négatif, c'est le cauchemar, vous l'avez dit, des épargnants. Oui, et alors, il faut regarder justement comment les banques centrales vont piloter ça, mais quand vous avez aux États-Unis une inflation à 6% et des taux longs 10 ans à 1,5%, là, vous êtes en taux réel négatif. Moins 4,5%. Donc c'est insupportable, donc il faut faire quelque chose. Les banques centrales vont essayer de limiter les dégâts, mais je le disais, elles acceptent cette asymétrie. Et donc l'investisseur se tourne vers les actions, mais et pas n'importe lesquelles. Donc il y a une vraie remise en cause des portefeuilles. Sur les différentes classes d'actifs financiers, si tendanciellement on est vers des taux d'intérêt plus élevés et un peu plus d'inflation? Entre l'immobilier, les actions, les obligations, quel impact? En secteur boursier, on voit que tous les secteurs ne réagissent pas de la même façon à des remontées de taux d'intérêt. Là, il y a une sorte d'histoire un peu matière première qui remonte, donc on voit que les secteurs énergétiques tirent plutôt bien leur épingle du jeu. Après, traditionnellement, le fait que les taux longs remontent, c'est plutôt, ça bénéficie plutôt aux bancaires, aux financières. Après, il y a des secteurs qui, si les taux remontaient vraiment, seraient pénalisés. On peut penser plutôt au secteur de croissance. Donc il y a vraiment tous les secteurs qui ne vont pas vivre de la même façon cette remontée des taux d'intérêt. Alors sur l'immobilier, c'est pas terrible non plus, parce que ça veut dire que le coût de financement va augmenter. Nous, en France, on a un biais qui est d'emprunter à taux fixe. Donc, à la limite, s'il y a une remontée d'inflation, vous allez rembourser votre emprunt avec l'inflation. Dans énormément de pays, je pense aux États-Unis, en Angleterre et dans plein d'autres pays, c'est à taux variable. On se souvient de la crise des subprimes. Donc, l'impact sur le prix de l'immobilier, l'impact sur la capacité d'endettement est majeur. Donc c'est un élément. Sur les obligations, bien évidemment, là, l'impact est direct. Évitez les govies, évitez les emprunts d'État, les obligations à long terme. Tournez-vous vers des obligations indexées, inflation et taux variables. Et les actions, globalement, avec plus d'inflation? On l'a dit tout à l'heure, ça dépend des secteurs. Oui, mais tous secteurs confondus. Tous secteurs confondus, donc les secteurs, la finance, bancaire. Ça, c'est pour les secteurs, mais au global, c'est bon pour les marchés actions d'avoir un peu plus d'inflation? Alors, un peu d'inflation à 2-3%, c'est bien pour toute l'économie, c'est bien pour les actions et même les sociétés cycliques, puisque quelque part, vous pouvez répercuter cette augmentation des prix sur vos clients. 6% d'inflation, ça devient problématique et donc c'est bien pour personne, je pense. Personne ne croit 6% d'inflation de manière durable, encore une fois, aux États-Unis ou en Europe. Il faut 6% d'inflation? De manière durable. Ah, de manière durable, non. De manière durable, non. Ouais. Mais après, il faut aussi voir, dans quelle sera l'ampleur de la réaction, la remontée de taux de la Fed, Parce que là, tout le monde a un scénario où la Fed remonte ses taux de façon gentille en 2022-2023 et après, elle arrête. Ce qui est pricé, c'est ça aujourd'hui. C'est qu'elle remonte ses taux en 2022-2023, on s'arrête vers 1,5, 2. Elle pourra aller plus loin que ça? Et en fait, oui, si on revenait complètement sur ce scénario, parce que pour l'instant, le marché ne price pas du tout ça. Le price, c'est l'idée que l'inflation redeviendra un petit peu au niveau qui précédait la crise Covid. Et en fait, il y a peut-être un peu de complaisance à ce niveau-là. Parce qu'il y a quand même des facteurs structurels, on en parlait tout à l'heure, avec la transition énergétique, qui pourront faire que l'inflation sera peut-être un petit peu au-dessus. On oublie la relocalisation et le climat, aussi, qui sont des on oublie la Chine aussi. Ouais, relocalisation Chine. Oui, ça revient un peu voilà. Alors, oui, c'est vrai que la Chine avait été un facteur de désinflation. Avec toutes les importations, les biens coûtaient très peu cher. Et donc ça avait fait en sorte que les prix avaient très fortement baissé en Europe. Et ça, effectivement, s'il y a une inversion de la mondialisation, ça on est entré, à en tout cas, c'est la conclusion, dans une nouvelle ère sur les taux d'intérêt. On a changé pour le coup de paradigme. Très clairement. Voilà, personne ne sait où, évidemment, comment la pièce va tomber, mais en tout cas, on est sur... Il faut s'y préparer. Il ne suffit pas de le dire, il faut mettre ses allocations en ordre pour ce nouveau paradigme.
D'accord, Bastien? Tout à fait, oui. Surtout que pour le moment, on a l'impression que les marchés sont relativement complaisants par rapport à tout ce qu'on vient de dire et que n'y croient pas vraiment à un retour durable de l'inflation ou de la remontée des taux directeurs. Donc effectivement, il faut s'y préparer parce que le marché pour l'instant ne valide pas vraiment cette hypothèse-là. Allez, merci à tous les deux, Jean-François Bay et Bastien Drue. Merci. Et Merci. Megatrend revient bien sûr dans 15 jours ici sur Boursorama.